Salut mes amis, c'est Pavel et le projet Mind Cash. Vous êtes sur la chaîne qui est consacrée aux investissements et au trading. Le dimanche, comme d'habitude, nous sommes ensemble, nous sommes à fond, nous sommes en pleine forme. Il fait beau en plus ce week-end. Et on va analyser les marchés, on va voir ce qui se passait cette semaine. Cette semaine était encore une fois folle, elle était remplie des éléments super importants pour la tendance à venir. Mais avant tout, le plus important, c'est de mettre en like pour que je revienne vous voir la semaine prochaine. Si vous voulez que la chaîne se développe, partagez cette vidéo avec vos amis qui s'intéressent à la bourse et la finance. D'ailleurs, une petite nouvelle, c'est que maintenant je fais des shorts sur YouTube. Je pense que vous avez déjà probablement vu. Dites-moi dans les commentaires si ça vous a plu. Sur les ratios pour le moment, il y aura d'autres sujets évidemment. Donc j'espère que ça va être plus court. C'est pas les vidéos de 2 heures. Surtout cette vidéo là aujourd'hui qui sera très longue mes amis. Parce que je vais vous parler d'un secteur de la pharma. C'est un de mes secteurs préférés. C'est la deuxième semaine du mois de mars. Et dans le nouveau format 2023, c'est la semaine du secteur du mois. Et le secteur du mois, c'est la pharma, la Big Pharma. Je vais vous présenter toutes les idées, toutes les opportunités. Malheureusement, ça va être long, mais vous savez, je suis toujours long, je suis toujours bavard, c'est comme ça sur la chaîne Mind Cash. Et ça y est, c'est parti. Je vous rappelle que Café de Dimanche est construit de manière suivante. Nous commençons par l'analyse technique des indices, ensuite on regarde la macro et troisième partie, c'est le sujet de la semaine, et aujourd'hui ça sera un long sujet sur les valeurs pharmaceutiques. Donc du coup je ne vais pas perdre votre temps et on part direct dans l'analyse technique des indices. Et avant que je commence, je vous dis que j'enregistre cette vidéo, c'est le vendredi soir, donc les marchés américains ne sont pas encore fermés. Nous vivons une séance folle, mais vraiment de point de vue volatilité, c'est incroyable. Donc il risque que quand vous allez visualiser cette vidéo le dimanche, ça va pas être les mêmes chiffres quoi, parce que là ça bouge dans tous les sens, mais dans tous les cas ça n'a pas, bon, on va voir tout ça tout de suite dans l'analyse technique, c'est parti. Nous commençons l'analyse technique par l'indice S&P 500 qui est en train de chuter au moment quand j'enregistre cette vidéo. Comme je vous ai déjà dit dans mes précédentes vidéos que l'indice il a rechuté en dessous de la résistance de la ligne haute que vous voyez sur mon modèle. Donc du coup le modèle a été remis en cause. Je ne veux pas tout répéter encore une fois. Cette semaine, elle a juste confirmé que la semaine d'avant, c'était une semaine de rebond technique. Si le marché termine à ces niveaux-là, on est déjà à presque moins 4% de baisse sur une semaine. Donc je vous rappelle que la semaine, il y a 15 jours, nous avons fait une semaine de forte chute, c'était de moins 3%. Après, il y a eu un petit rebond de je ne sais plus combien, 1% et demi. Et là, maintenant encore, si on va lâcher moins 4%, ça veut dire qu'on rentre déjà dans un marché qui est pas mal baissier. Donc c'est ce qui est en train d'être confirmé techniquement, donc on commence à rechuter et finalement si on revient dans ce modèle, dans ce cas-là on va aller chercher les plus bas vers les 3400, 3200 comme je vous ai dit, qui sont les points bas pour moi dans cette crise qui a commencé au début de l'année 2022. Bon, je ne veux pas m'arrêter trop longtemps parce que cette vidéo risque d'être très longue. J'ai prévu une grosse programme sur les sociétés pharmaceutiques, donc je vais faire très rapidement. Sur Nasdaq, rien à dire, c'est pareil, parce que le momentum fondamental il est très mauvais, donc là on va en parler dans la deuxième section de cette vidéo, on va parler de la Fed, mais contrairement à S&P 500, il reste au-dessus de cette résistance que moi je me suis fixé au début de l'année 2022 et qui tenait pendant très longtemps. Maintenant il ne tient plus, et s'il retombe en dessous de 11 000, dans ce cas là on va partir dans le chute libre. Voilà, ça c'est ce que concerne le Nasdaq. CAC 40, comme vous le savez si vous suivez toutes mes vidéos de Café Dimanche, que j'ai une position du trading en option avec une structure qui s'appelle Call Bear Spread. Donc j'ai vendu cette zone de entre 7300 et 7800 jusqu'au mois de juin. Et j'attends que l'action que CAC 40 se corrige en dessous de cette zone. C'est ce qui se passe actuellement, donc du coup ça fait du bien pour cette position. Je suis assez content qu'il y ait cette correction. Je la voyais, elle était assez évidente, donc pour moi, comme je vous ai dessiné la semaine dernière, je vais vite fait répéter que ici il y a deux options. Soit on reste dans une correction flat, donc on reste sur un graphique horizontal, évidemment c'est schématique, donc c'est pas juste c'est pas exactement comme ça que ça va se dérouler, ou bien on va se corriger plus profondément
fondement, éventuellement même jusqu'au... on peut s'imaginer d'aller jusqu'à 200 jours, moyenne mobile 200 jours, mais ça fait loin, ça fait 6500, mais pour moi c'est plutôt là-bas que le marché doit être, plutôt que les niveaux actuels. Donc les niveaux actuels, pour moi, ça ne rime à rien, c'est purement de phénomène de rotation entre le value et la croissance. Les problèmes en Europe sont graves, on va en parler tout à l'heure dans la partie macro, et les marchés financiers n'ont aucune raison d'être au plus haut historique qui correspondent à des niveaux des marchés avant la guerre en Ukraine, par laquelle l'économie européenne était largement touchée. Donc je ne vois pas pourquoi. Donc il y a une grosse décorrélation en Europe entre les marchés et les fondamentaux. C'est normal, ce n'est pas surprenant. Je sais parfaitement que ça arrive assez souvent, mais actuellement c'est évident. Donc du coup le marché il est dans l'excès. Donc les valorisations actuelles des indices européens sont trop élevées selon moi. Encore une fois, je peux me tromper, je ne suis pas habilité à donner des conseils d'investissement. C'est pour ça ce que j'ai fait, c'est dans le club Option Invest que vous connaissez, j'espère. Donc j'ai passé des trades pour ouvrir une stratégie qui va performer soit si le CAC 40 reste flat, soit s'il baisse. Cette stratégie, elle fait partie des stratégies de revenus passifs. Cela veut dire que quand vous ouvrez la position, vous recevez de l'argent et vous payez pas de l'argent. Après, je ne vais pas rentrer en détail, c'est les options, c'est pas compliqué quand on connaît les bases. C'est pour ça que j'ai créé le club Option Invest pour vous donner des informations et vous apprendre comment investir, je souligne investir, pas nécessairement trader avec ces produits. Voilà, donc rien n'a changé. Franchement, certains flippent en ce moment parce que ça chute, le CAC 40 il a pas mal chuté aussi, mais c'est exactement comme ça que ça devait se dérouler, de point de vue et graphique et de point de vue fondamental, les deux sont dans le même sens. Je ne vois pas pourquoi ça devrait être différent ce qu'on voit actuellement sur les marchés. Avant de passer sur le sujet de la macro, j'aimerais bien juste vous rappeler rapidement que j'ai posté plusieurs articles assez intéressants, j'espère, sur mon site mindcash.fr. Il s'agit des articles analytiques sur des valeurs précises, notamment Rubis, ça c'est tout récent. Ensuite, j'ai fait de l'analyse de Mind Group. J'ai fait la lettre mensuelle pour les abonnés Mindcash Premium. Et régulièrement, je publie des articles qui sont en rouge, qui sont gratuits. Vous pouvez, par rapport aux situations sur le marché, par rapport à ce qui se passe, les dernières actualités. Je vais bientôt faire aussi un article d'analyse express sur une valeur d'Accenture. C'est une valeur que moi je trouve assez intéressante en ce moment-là. Et voilà, donc là, ce blog, il vit assez dynamiquement. Et aussi, pour ceux qui font partie de l'abonnement premium, vous avez tout un tas de screeners que vous pouvez trouver ici. C'est le screener où je fais 2 choix par mois pour 4 profils d'investisseurs. Celui qui cherche à minimiser le risque, l'investisseur français PEA, l'investisseur qui cherche les dividendes, et aussi mes valeurs chouchou du mois. Et ensuite, il y a tout un tas de secteurs sectoriels. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous invite à rejoindre mindcash.fr. Voilà, c'est parti. Maintenant, nous allons parler de la macro, les événements les plus importants de la semaine. Excusez-moi d'être un petit peu dans le mode express aujourd'hui parce que j'ai pas envie non plus que la vidéo dure trop longtemps. J'ai vraiment énormément de contenu à vous offrir pour ce café de dimanche aujourd'hui. Donc on avance plus vite que d'habitude. Donc cette semaine elle était super importante. J'ai dit dans mon post du matin, dans mon blog, que les 2 semaines à venir, celle-ci et la prochaine, vont déterminer les tendances jusqu'au mois de juin, je pense. Et pourquoi en fait? Le discours de Jerome Powell d'après le Congrès. Et mauvaise nouvelle pour les marchés a été confirmée. Si vous étiez avec moi depuis tout ce temps-là, depuis le début de l'année et voire avant, vous savez parfaitement que je n'ai jamais cru à ce ralentissement de l'inflation. Je doutais évidemment en décembre, au début de janvier, parce que bon, la Fed elle a fait quand même du boulot, elle a monté les taux, mais depuis le mi-janvier, c'était évident que l'inflation ne ralentit pas. Je ne sais pas à quoi pensent tous ces analystes qui sont invités à l'antenne de, je sais pas, de toutes les médias, toutes les chaînes financières, qui disaient oui, l'inflation qui est en train de ralentir. Je disais toujours que rien n'indique pour le moment que l'inflation ralentit aux États-Unis, en Europe c'est encore pire. Et donc là maintenant, Jerome Powell, tout simplement, clairement, il a indiqué que c'est le cas. Maintenant, ils ont pris la conscience qu'effectivement, même si on cherche une petite bête positive dans chaque indicateur pour que la situation s'améliore, il faut que l'activité économique chute.
Il faut que vraiment le chômage se porte très mal. Il faut qu'il y ait une micro-récession. C'est ça que voulait faire la Réserve fédérale et ils n'arrivent pas à le faire. Et c'est encore une fois, moi je le disais aussi pourquoi dans mes vidéos précédentes, parce que je pense que chaque inflation elle a sa nature et la nature de cette inflation que nous vivons aujourd'hui n'est pas monétaire. Je sais que certains ne sont pas d'accord avec moi. La vidéo, je vous ai proposé que je vous explique comment fonctionne ce système monétaire, l'inflation, etc. n'a pas accumulé suffisamment de likes. Vous pouvez corriger ce problème en mettant des likes aujourd'hui. Et si j'ai plus de 450 ou 500 likes pour cette vidéo, je vais vous faire une grande vidéo sur le système monétaire, comment le financement arrive. Vous allez, j'espère que je vais être suffisamment compétent pour vous expliquer pourquoi les QI, en fait la plus grosse partie des QI que nous avons vécu ces dernières années, n'ont pas de nature de faire de créer de l'inflation. Cette inflation, il a une autre structure et les solutions monétaires ne peuvent pas la résoudre. C'est ça mon point principal que je voudrais vous soumettre aujourd'hui. Et justement, ça se confirme. Pour l'instant, la Fed, elle a fait une hausse des taux sans précédent en 2022 et elle devra faire la même chose cette année, c'est ce qu'ils ont dit. Et ça n'a pas plu au marché. Le marché en plus n'a pas digéré tout de suite, mais finalement, on finit la semaine apparemment presque moins 4% sur S&P 500 sur la semaine évidemment. Et ça, c'est déjà sérieux. C'est déjà sérieux. Ça commence le mouvement baissier. Mais par contre, je reste un petit peu perplexe par rapport à ce mouvement parce que ce n'est pas nouveau. C'est vrai que les rêves de marché sur le pivot, sur la baisse des taux vers la fin d'année ne se sont pas confirmés, mais ça ne va pas dire nécessairement que les marchés vont chuter à cause de ça. Les marchés peuvent rester dans un petit peu flat, un peu morose pendant pas mal de temps, jusqu'à une prochaine mauvaise nouvelle. Mais pour moi, le risque principal n'est pas là, mes amis. Le risque principal, il est dans la structure macroéconomique que nous avons créée après les crises de subprimes. Aujourd'hui, tout est basé sur la dette. La dette, en gros, c'est le driver de tout. Et si la dette est remise en question, ça pose un gros problème systémique. Et la dette sera remise en question si le taux de refinancement devienne inabordable. Je pense que c'est quelque chose qu'on voit déjà un peu sur le marché US. Si vous êtes US, dites-moi ça dans les commentaires, ou bien vous connaissez des gens qui habitent aux États-Unis et qui refinancent leur logement. Je pense que ce problème peut devenir à une échelle supérieure, par exemple au niveau des États, parce que c'est pas uniquement les ménages américains qui doivent refinancer leur maison, mais c'est aussi l'Italie et la France aussi qui doivent refinancer leur dette. Et tous les pays, grosso modo, c'est pas uniquement la France et l'Italie, c'est juste parce que ces pays, les pays notamment du sud de l'Europe, doivent refinancer systématiquement les plus grosses échéances des énormes montants de dette qu'ils ont contractés. Et d'ailleurs, juste sur mon tableau de bord, c'est pour ça que je mets toujours la dette italienne en bas, regardez, qui atteint déjà 4,3%. Avant, elle était inférieure à la dette US, j'ai jamais compris pourquoi. Bon, après, c'est une question monétaire, de devises, etc. Mais bref, à refinancer à ce taux-là, c'est déjà pas évident. Sachant que les finances publiques de l'Italie ne sont pas en bon état. La dette américaine de 10 ans a baissé un tout petit peu. Je pense que c'est juste un phénomène de l'annonce. Vous savez, comme la règle de Wall Street, qu'on achète la rumeur, on vend la nouvelle. C'est exactement ça qui se produit, à mon avis, encore une fois. On observe une inversion de la courbe de taux. On voit que les 30 ans, elle est inférieure à 10 ans. J'imagine que le reste des échéances, c'est pareil. Donc, il n'y a rien qui est bien dans l'économie. Donc, on est dans un espèce d'un déséquilibre. Voilà, mes amis. Donc, maintenant, je retourne sur le graphique des publications de cette semaine. Donc Powell, grosso modo, il a annoncé la réalité des choses, il a ouvert les yeux à ceux qui écoutaient les analystes, qui étaient apparemment, et clairement pour moi en tout cas, biaisés. Le marché de travail se comporte bien, on voit les postes ouverts supérieurs aux attentes, on a vu les super importantes publications faites le vendredi, que les non-farm payrolls sont ressortis mieux que prévu. Par contre, le chômage a augmenté. Donc, du coup, c'est peut-être ça la seule, entre guillemets, bonne nouvelle qui peut laisser présager une fin de cycle de la hausse de l'activité économique. Mais pour l'instant, c'est tout, on va dire, ce sont des signes secondaires. Ce que concerne l'Europe, le CPI en Allemagne, mais CPI c'est l'inflation, mais regardez, mais pour descendre de ces niveaux-là, il faut que ça chute, mais littéralement, pour qu'on revienne à la normale. Mais là, on reste à des niveaux, mais vraiment, qu'on ne pouvait même pas s'imaginer. 8,7% de l'inflation, c'est quand même incroyable. Donc,
Voilà, et ça ne descend pas, on reste toujours sur le même, sur le même état que pendant l'année 2022, fin 2022. Aucun signe pour l'instant de ralentissement. Ça devient dangereux. Je continue à travailler sur mon article sur un big short, big crack, etc. parce que j'aimerais bien avoir une article comme ça dans mon blog qui permettrait d'être décrit en scénario le plus noir qu'on puisse imaginer. Donc là, j'avance mes arguments, et notamment c'est l'argument de la dette, et aussi les politiques, les mouvements sociaux, etc. J'essaie d'analyser pas mal de choses. Ça sera publié, je sais pas, j'espère peut-être la semaine prochaine ou la semaine d'après. Et maintenant, dans ce contexte, j'aimerais bien parler un petit peu de l'Europe, parce que si les États-Unis vont augmenter les taux, c'est une chose. Mais l'Europe, avec un certain délai, elle suit toujours les États-Unis. Et donc ça veut dire que l'Europe va aussi augmenter les taux, ça veut dire que les emprunts italiens vont encore monter, les taux des emprunts italiens, et ça c'est encore plus dangereux parce que vous savez, les États-Unis, ils ont un énorme avantage après le Bretton Woods, c'est qu'ils peuvent se permettre d'avoir un déficit non structurel, donc déficit qui est lié au paiement des intérêts sur les emprunts, plus important qu'on peut se permettre en Europe. Les États-Unis ont une liberté d'exporter leur inflation et d'avoir deux dollars, le dollar offshore, le dollar interne aux États-Unis. Donc ce n'est pas les mêmes devises en réalité, même si elles portent le même nom. Donc c'est quand même assez, c'est super important comme distinction, parce que les effets négatifs de cette politique de la hausse de taux aux États-Unis seront moins graves qu'ils le sont en Europe. Parce qu'en Europe, déjà, on a des limites bien plus strictes, on ne peut pas en monter au-delà d'un certain niveau, et on risque de remettre à plat complètement toute l'économie. Après, ça peut faire profiter des valeurs value, ça c'est une autre question. Là, on parle de la macro, et quand on parle des valeurs value, des bourses, de Total Energy, des sociétés de format, comme on va parler tout à l'heure, là on parle de la micro. Donc effectivement, certaines sociétés vont en profiter, d'autres pas, mais globalement, nous allons vivre dans un déséquilibre économique qui peut à un moment donné péter, si vous voulez, si vous me permettez cette expression, et c'est ça que je peur le plus, parce que dans quelle forme ça va péter, ça j'en sais rien, parce que on peut avoir un déséquilibre sur le marché de dette, et je ne sais pas comment on va les résoudre. On a une telle montante de dette de partout, c'est que aujourd'hui les solutions de QI ne vont pas marcher parce qu'on a de l'inflation. Avant, ça marchait pendant la crise de subprime, parce qu'il n'y avait pas d'inflation, on pouvait se permettre de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on a de l'inflation, donc du coup, il faudra chercher un autre outil. C'est quoi, ce sera quoi cet outil? Je n'en sais rien, voilà. Donc je suis pas un économiste, il faut demander Patrick Artus, et pas moi, donc là je peux constater juste qu'on a un gros souci que le marché ne voit pas. Entre temps, on peut constater que le VIX, quand même, il a remonté sur le niveau de 25, donc on s'approche déjà à des niveaux assez perturbés. Mais ça, c'est une grosse partie de cette hausse liée à la séance d'aujourd'hui, qui est très baissière. Et l'or, cette année, un petit peu, j'en ai parlé, je pense, dans ma vidéo de la fin d'année, là, avant le Noël, ce que je disais que l'or, probablement, va servir pour une fois l'actif refuge, parce que c'est vrai qu'on est face à la récession sans croissance. En fait, on peut avoir une espèce de stagflation dans l'économie. Pendant la stagflation, l'or peut être une valeur qui est intéressante. Bref, voilà mes amis, donc c'est... Et juste à la fin de cette section de la macro, je vous confirme qu'il y a une énorme inversion de la courbe de taux. Vous voyez que les échéances courtes donnent en taux d'intérêt qui est plus élevé que les échéances longues. Donc sur un an, les États-Unis empruntent à 5%, et sur 10 ans, 30 ans, ils empruntent à 3,7%. Voilà, c'est ça le monde d'aujourd'hui, c'est ça le monde inversé, rien de logique. On ne comprend rien presque, parce que voilà, c'est très difficile, c'est vrai, que de naviguer pour quelqu'un qui a eu des formations de l'économie classique. Aujourd'hui, toute la théorie ne s'applique plus. On vit dans un monde fou, mes amis. Ça y est, maintenant nous partons sur le sujet principal de cette vidéo, c'est le secteur pharma. Restez avec moi et c'est parti. Salut mes amis, bienvenue dans cette vidéo qui sera consacrée aux actions du secteur pharmaceutique. Je fais la vidéo un peu refresh d'il y a un an et demi ou 2 ans, je sais plus même quand je fais la dernière vidéo sur ce secteur. Et au début, je voudrais vous faire une petite introduction pourquoi moi je trouve ce secteur particulièrement intéressant de suivre systématiquement. Surtout pour ceux qui veulent devenir rentiers avec la bourse ou bien constituer un patrimoine sur les marchés financiers. Le secteur pharmaceutique a une particularité, donc c'est un secteur défensif. Donc nous savons tous parfaitement que voilà, on est de temps en temps malade et ça va durer. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas. Mais
que ce secteur aura toujours de la demande. Et en plus, ce secteur dont les produits sont souvent couverts par les assurances, des assurances maladie dans les pays développés. Et donc, évidemment, il est intéressant de point de vue d'investissement à long terme, voire un investissement à très long terme. Donc je pense que si on voulait constituer un portfolio qu'on appelle parfois all-weather portfolio, c'est un concept qui a été créé, si je ne me trompe pas, par Ray Dalio. Donc en gros, c'est le portefeuille qu'on peut garder quel que soit le temps en bourse, en fait, s'il y a une crise, pas crise. Donc le portefeuille qui offre une performance suffisante, quelles que soient les conditions économiques. Je pense que les pharmaceutiques auraient pris une grosse place dans ce portefeuille. Donc c'est pour ça, je pense que ce secteur, il faut absolument suivre si vous voulez investir régulièrement, surtout si vous voulez avoir un portefeuille équilibré de point de vue risque. Avant de commencer de parler de ce secteur, n'oubliez pas s'il vous plaît mettre un like, c'est très important pour me motiver de faire ces vidéos sur le secteur et décortiquer les différentes valeurs. Pour vous c'est juste un clic, pour moi c'est super important, je vous le rappelle, désolé, c'est très important pour les algorithmes YouTube. Donc aujourd'hui j'ai préparé une liste assez longue des actions de ce secteur pharmaceutique. Je ne suis pas sûr que je vais pouvoir passer toutes les actions en revue, mais en tout cas on va faire le maximum. En fait, j'ai fait cette sélection à partir de vos commentaires sur ma chaîne Telegram que je vous invite à rejoindre, et je vous rappelle également que je propose un abonnement premium sur mindthecash.fr où je présente tout un tas de screeners, et je suis en train de travailler sur 2 nouveaux screeners d'ailleurs, des semi-conducteurs et 2 secteurs pharmaceutiques, et dont le dernier nous allons étudier aujourd'hui. Voilà, donc si vous voulez me rejoindre avec mon projet Mind the Cash, vous avez toutes les informations à la description à cette vidéo. Et pour finir sur cette introduction, un autre point que je trouve extrêmement positif par rapport au secteur de pharmaceutique, c'est que le coût d'erreur d'investissement, on fait tous des erreurs, on est humain, il est très faible. Je vous explique ce que je veux dire. Imaginons, je pense qu'avec beaucoup de personnes ça s'est déjà passé, vous avez fait un mauvais choix en bourse. Donc vous avez investi dans une valeur, elle commence à baisser. Okay. Donc si vous avez investi dans une valeur technologique, probablement la technologie qu'il propose ne trouve pas d'acheteurs, donc c'est pas suffisamment intéressant, ou bien ils n'ont pas réussi de fournir la qualité de produit suffisante. Sur les pharmaceutiques, évidemment ici je parle que de Big Pharma, ce qu'on appelle les grandes sociétés pharmaceutiques diversifiées, c'est pas pareil. Si vous avez investi au mauvais moment, par exemple dans l'action de Sanofi, et du coup elle commence à baisser parce qu'il y a une crise qui s'est déclenchée, vous avez 2 choix. Soit vous prenez votre perte, soit vous attendez, vous restez patient si vous n'avez pas besoin de votre argent immédiatement. Ce que je conseille d'ailleurs quand vous investissez en bourse, d'investir l'argent que vous n'avez pas besoin immédiatement. Et donc si vous avez respecté cette règle, dans ce cas-là vous pouvez vous dire, ah, tiens je vais attendre parce que de toute manière c'est une valeur de qualité et elle va revenir à l'équilibre, au moins je pourrais récupérer ma mise. Eh bien, avec les actions de pharmaceutique, vous avez toutes les chances que ça se passe comme ça. Tandis que dans les autres secteurs, je suis beaucoup plus sceptique. Même les secteurs des GAFAM, si vous voulez, donc on a vu ce qui s'est passé avec Meta, ex-action Facebook, vous pouvez voir que même les géants des secteurs ont souvent des problèmes, tombent souvent dans les turbulences. Par exemple, aujourd'hui, c'est Google qui, bon, Google, je ne veux pas non plus lancer le débat éternel, dans l'intelligence artificielle, Google semble perdre en tout cas le momentum vis-à-vis Microsoft, et s'il perd, finalement, c'est pas mon avis, donc, mais on va imaginer, donc dans ce cas-là, effectivement, ça sera pas la même chose pour Google. Pour les secteurs pharmaceutiques, il y a des subtilités, là, mais globalement, les choses se passent beaucoup mieux. Donc vous n'avez pas normalement ce type de risque technologique, si vous voulez, mais vous avez le risque de pipeline, ce qu'on appelle. Parce que ce qui est très important, c'est de suivre le pipeline d'une entreprise. Je sais que c'est un peu pénible, vous n'allez pas, en pratique, je suis persuadé qu'il y a très peu d'investisseurs qui vont aller creuser le bilan, regarder le pipeline, quel est dans quel stade, quel médicament il est dans quel stade d'approbation. Mais si vous voulez par exemple investir dans les biotech, c'est ça qu'il faut faire. Pour les grandes pharma, déjà, vous avez sécurisé. Parce que même si un de leurs produits ne fonctionne pas, ils ont toujours d'autres produits qui fonctionnent. Parfois, il y a des bémols, comme un petit peu c'était avec Bayer, on va en parler tout à l'heure, mais ça, c'est relativement rare, et ce sont des risques qui sont, comme on dit, diversifiables. Donc, ça veut dire que vous avez un panier d'actions pharmaceutiques, vous pouvez dormir tranquille, ne pas se préoccuper des risques qui sont spécifiques, qui peuvent arriver avec une
société en question. Donc voilà, c'est une petite introduction qui, j'espère, va vous donner le goût au secteur pharmaceutique, qui est structuré de manière suivante. En fait, je vois 3 segments. Peut-être il y en a plus, mais je vais un petit peu simplifier. Donc, le premier, c'est les big pharma, ce que j'appelle. Donc, c'est les sociétés qu'on connaît tous. C'est les grands noms, comme Bayer, Sanofi, comme Roche Holding, comme Novartis, etc., etc. Ensuite, il y a les biotech. On rentre dans les biotech qui peuvent être classés aussi en 2 catégories, sous-catégories cette fois. Donc les grandes biotech, il n'y en a pas tant que ça d'ailleurs, on va essayer de regarder quelques-unes, et après il y a des petites et moyennes biotech, et elles sont très dépendantes de leur pipeline. D'ailleurs, le pipeline, c'est quoi? C'est le planning, si vous voulez, des produits qui sont, par exemple, sur la stade de recherche, d'autres dans la stade de commercialisation. Après, chaque produit, quand il est proposé par une société pharmaceutique, il passe certains stades d'approbation par le régulateur gouvernemental. Aux États-Unis, ça s'appelle la FDA, Food and Drug Association, je crois. Et en fait, il autorise ou pas sortie d'un médicament, passage sur un autre stade ou finalement au consommateur final. Bref, voilà, donc là vous devez suivre le pipeline vraiment uniquement si vous investissez dans les biotech bien précises. Si vous investissez dans Sanofi, vous n'avez pas besoin de suivre au quotidien le pipeline de Sanofi, c'est juste nonsense. Mais vous pouvez évidemment, si vous voulez miser une grosse somme sur cette entreprise, et surtout si elle représente un poids important dans votre portefeuille, vous pouvez quand même vous intéresser au pipeline, regarder quelles sont les perspectives pour choisir est-ce que ça sera Sanofi, ou est-ce que ça sera Merck, ou est-ce que ça sera Bayer, ou peut-être une autre entreprise qui est un peu plus prometteuse en fait de point de vue de son pipeline justement. Voilà, c'est fini pour le blablabla traditionnel de Pavel au début de la vidéo, et on va passer au concret. On va regarder d'abord Sanofi comme d'habitude. Il s'agit de l'analyse rapide, donc ne me critiquez pas trop si jamais j'ai raté des détails. Je connais pas tous les dossiers par cœur, il y a un certain dossier dans lequel je suis investi, j'essaie de le dire. Dans d'autres, je ne suis pas investi, donc voilà, je fais au mieux. Je regarde l'analyse technique et je regarde l'analyse fondamentale. Alors, les marges. On commence toujours par regarder la situation, la profitabilité, la santé financière, etc., comme on fait d'habitude. Donc, nous fixons la marge de 70% presque, la marge brute, donc c'est pas mal. Après, la marge brute, c'est l'efficacité du business model. Grosso modo, il faut toujours comprendre de quoi on parle, parce que entre la marge brute et la marge nette, il y a tous les frais de structure, tous les salariés, etc., qui se rajoutent. En fait, la marge brute, c'est les produits, les coûts de produits par rapport aux revenus. Donc voilà, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est le potentiel maximal dans le monde idéal, isolé, combien l'entreprise pourrait reporter. Donc c'est 70%, c'est énorme. Évidemment, ils vont jamais faire ça, parce qu'ils auront toujours des salariés, des coûts de structure, des bâtiments, etc., les investissements dans la recherche. Et la marge brute, c'est un point de départ de notre analyse fondamentale. Après, GoroFocus donne un chiffre consolidé, parce que c'est pour ça que je paye cet abonnement qui est super cher. Bon, pas uniquement pour ça, mais je trouve qu'en fait l'information, comment elle est présentée, c'est très pratique. Donc il vous donne une note 9 sur 10 sur la valeur Sanofi, donc c'est très très élevé. Je crois que 10 sur 10, je n'ai jamais vu. Et on voit que la ROIC, c'est celle que je regarde le plus, c'est la rentabilité des fonds propres, y compris la dette. Donc c'est à 9%. Très bêtement, si vous voulez, pour comprendre ce ratio, il faut le comparer à la rentabilité de l'investissement immobilier, si vous tenez compte de toutes les charges, toutes les dettes, machin, l'empreinte, etc. Donc c'est très simpliste ce que je dis, mais c'est relativement vrai. Donc ROI, en fait, c'est un petit frère de ROIC. C'est plus brut, on va dire, parce qu'il ne tient pas compte de la dette, et c'est dommage. Donc du coup, vous pouvez pas, il vous manque une partie de l'information super importante, et donc du coup, moi, je regarde toujours ROIC au lieu de ROE. C'est un petit peu comme au lieu de regarder le PER, je regarde les EV/EBITDA. D'ailleurs, j'ai commencé à faire des vidéos shorts en fait sur ma chaîne. Je sais pas si vous les avez déjà vues. Dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, parce que je trouve que c'est assez pratique. Tous les jours, je sors une petite vidéo d'1 minute sur chaque ratio. Pas sur chaque, peut-être ça sera sur chaque dans quelques temps, mais en tout cas, j'essaie de fournir cette information de manière très très brève, parce que certains me critiquent pour les vidéos longues. Et là, du coup, c'est pas long, c'est juste 1 minute. Je pense que ça va trouver un bon compromis, voilà.
Alors, à part ça, on voit que GoroFocus nous donne un Piotrowski F-score 8 sur 9, ça c'est vraiment vraiment très élevé, donc du coup la valeur elle est super intéressante. Piotrowski permet de regrouper les différents ratios fondamentaux, je crois pas techniques, mais en tout cas la santé financière, la profitabilité, l'endettement, la valorisation, donc c'est tout ensemble pour vous sortir une note, donc ça c'est assez puissant, même s'il n'est pas parfait ce ratio. Je le prends en considération avec les autres. Par exemple, GoroFocus aussi, eux, ils fournissent leur propre ratio, qui est similaire à Piotrowski, c'est sur la base de 100, donc du coup, pour Sanofi, c'est 90 sur 100, donc ça, c'est pas non plus négligeable. Voilà, nous allons maintenant regarder la valorisation, et là, on a que de bonnes surprises. On voit que Forward PE, donc c'est le PE ratio, mais qui se base sur les anticipations des earnings des analystes, c'est pas les derniers earnings dans le bilan, mais c'est les earnings qu'on anticipe, donc du coup c'est le ratio pour le futur. Il est à 10, mon 11 presque, donc c'est vraiment rien du tout pour une pharma. Mais franchement, je voudrais vous mettre en garde contre les conclusions rapides, c'est que Sanofi il était toujours comme ça, hein, depuis que je la regarde. Bon là maintenant c'est peut-être un peu particulièrement pas cher, mais il ne faut pas croire qu'elle était genre super chère comme les autres pharma avant. Donc elle était toujours bon marché, ça veut dire qu'il y a bel et bien des raisons pour ça. Bon, peut-être des raisons de recherche en France, peut-être des impôts, j'en sais rien. Mais en tout cas, elle était toujours sous-valorisée par rapport à ses concurrents allemands ou surtout américains. Donc voilà, donc il faut toujours comparer par rapport à l'historique de ces ratios. Donc ça c'est vraiment super important comme paramètre. Price to sales, sur ce ratio, ça c'est par rapport au chiffre d'affaires, représente en fait la valorisation boursière représente 2 ans et demi de chiffre d'affaires, c'est correct. C'est pas très bon marché, mais c'est relativement bon marché. Je pense que c'est à peu près, pour les valeurs de cette qualité, je m'attendais toujours à peu près à 3, voilà, c'est juste en dessous de 3 quoi. Price to book, donc ça c'est pas très applicable pour ce type d'action. Voilà, mon cher EV EBITDA, vous pouvez voir qu'il y a 8 en dessous de 10, franchement ça c'est là à la casse. Donc du coup c'est plutôt grâce à ce ratio que moi je considère cette valeur comme pas chère, et pas à cause de PER. Donc EV EBITDA effectivement, et Forward elle est encore plus basse, mais donc elle est à peu près au même niveau que celle qui était réalisée pendant le dernier exercice. Mais on peut dire que c'est vraiment une action qui est vraiment bon marché. Donc on peut effectivement commencer à regarder pourquoi elle est tellement bon marché. Et là, c'est l'analyse technique qui devra nous aider pour faire cette analyse. Pourquoi j'adore TradingView pour faire l'analyse technique, notamment parce qu'il sauvegarde les anciens schémas que je dessinais, ça fait super longtemps, je crois que c'était pour la formation Option Invest que je l'ai fait à l'époque, ou pas peut-être, je sais plus, mais ça me dit vraiment, c'est vieux ce marquage que vous voyez sur votre écran. Et donc je vous disais que cette action, pour moi, elle est restée tout le temps dans le range. Et c'est ce qu'on voit à peu près, donc parce que ce range il dure, bon je sais pas, même si peut-être même avant. Et là, il a commencé en 2012, c'est incroyable, c'est presque 11, il y a 11 ans, et on restait plus ou moins dans le même range, et on sortait pendant les grosses crises, deux ou trois fois, mais finalement, on restait toujours à peu près dans cette zone-là. Ok, je vais peut-être un petit peu changer, parce que c'est plus trop d'actualité. Et là, on voit, voilà, donc si je prends pas en compte les cas visiblement très exceptionnels, et donc là, on peut facilement trader le range, faire du range trading sur cette action. Et avant, dans ma dernière vidéo sur les pharma que je fais il y a 1 an et demi, je disais que pour moi, Sanofi c'est une action du trading, justement grâce à ce comportement très range bound, comme on dit. Et donc c'est relativement facile de détecter le niveau, c'est relativement facile de les trader, et avec un risque relativement faible. Et donc j'ai mis put et call, donc en gros c'est quand je ferai la stratégie short ou la stratégie longue, et vous voyez que si vous prenez les simulations du passé, dans beaucoup de cas vous gagnez avec cette stratégie. Mais même si vous êtes un investisseur long terme, je pense que cette action elle est quand même intéressante à garder dans le portefeuille, mais il faut juste être patient pour qu'elle revienne sur son niveau bas. Ça arrive pendant les crises, ça arrive pendant les mauvaises nouvelles au sein de l'entreprise, mais tôt ou tard, elle touche la zone par exemple de 75. Moi j'aime bien plus le range plus étroit, parce que sinon il faut parfois attendre plusieurs années, donc on aimerait bien quand même être plus actif, j'imagine. Bon, on veut pas être tous des traders, mais on veut quand même faire des transactions un peu plus souvent qu'une fois tous les 10 ans. Et ici, on voit que
entre 75 et grosso modo 90, 100 dollars, 100 euros, pardon, vous pouvez déjà faire certaines choses super intéressantes. Voilà. Et donc, sur 75, on est assez loin. Aujourd'hui, on est plus dans la zone haute. Malgré la valorisation boursière, je vous dis encore une fois, elle était toujours pas chère cette action-là, et elle arrivait quand même rechuter à chaque fois sur ses supports. Donc c'est pour ça que je me précipite pas d'aller sur cette action immédiatement. Vous pouvez aussi voir que sur les RSI, on n'est pas très bas, donc on est au juste milieu, donc c'est ni suracheté ni survendu, elle est à l'équilibre, et c'est ce qu'on voit justement sur votre écran. Je ne pense pas que c'est le moment de faire quoi qu'il le soit là-dessus. Il faut être patient, à moins que vous connaissez un petit peu mieux que moi le dossier, et vous voyez du potentiel opérationnel, en fait, que l'entreprise va éventuellement produire de nouveaux médicaments qui vont bouleverser le marché, etc. etc. Moi, je ne suis pas au courant de cette information, donc si vous êtes au courant, dans ce cas-là, peut-être vous pouvez changer d'avis, vous pouvez dire que ce trend, on va dire horizontal, va être cassé de très long terme, hein. Parce qu'après, il y a eu des trends plus locaux qu'on vous pouvez voir, mais le trend très long terme, il est quand même relativement horizontal, et sur cette action, moi je m'attendrais, et sans hésiter, je la prendrais à 75 euros l'action, et je traderais peut-être même les options au long terme, ou bien prendre dans le POA une ligne Sanofi, pourquoi pas, ça c'est une très bonne chose. Je pense que la très bonne stratégie, ce que moi je ferais, et je pense que c'est peut-être je vais faire, c'est de accumuler en fait à chaque support et la garder tout simplement dans mon PEA pour le dividende, pour éventuellement une bonne nouvelle. D'ailleurs, vous savez que sur mindcash.fr, je propose aussi 3 portefeuilles modèles, bah, vraiment 2, parce qu'il y en a un que j'ai quasiment abandonné. Donc le premier portefeuille, c'est le portefeuille PEA, c'est la vidéo de la semaine prochaine, d'ailleurs, inscrivez-vous si vous voulez ne pas la rater. Ensuite, Tranquille Biche, c'est un portefeuille pour ceux qui ne veulent pas prendre du risque. C'est bon, on est obligé de prendre du risque en bourse, mais qui veulent minimiser au maximum ce risque. Et avant, j'avais un portefeuille rentier, mais je suis pas trop content en fait de ce portefeuille parce que bon, c'est pas très intéressant, je trouve. Parce que l'investissement pour le dividende, c'est trop boring pour tout simplement pour YouTube. Je vais être honnête avec vous, parce que ce que je fais ici, c'est formateur. J'espère que c'est utile pour vos investissements, mais il faut que ça soit un petit peu aussi du comment dire, du show, vous voyez. Donc il faut que ça soit intéressant à regarder, suivre, etc. Parce que si on investit pour le dividende, ok, on achète, on oublie, voilà, on encaisse les dividendes, c'est un peu... Il n'y aura pas grand monde qui vont être intéressés de regarder ce genre de vidéos. Et je pense que je vais transformer ce portefeuille dans le portefeuille retraite. Parce que moi j'ai eu 40 ans, il y a pas... Bon, il y a un an. Là maintenant j'ai 41. Je pourrais mettre un objectif de faire un portefeuille pour ma future retraite. Ça peut être intéressant, je pense que pour pas mal de monde. Dites-moi dans les commentaires si vous pensez que c'est utile. Je pense que ça va être un joli projet. J'espère qu'il va être différent de Tranquille Biche, parce que je trouve que c'est quand même l'objectif relativement faible, parce que quand on pense de la retraite, on ne veut pas non plus prendre trop de risques. Mais Tranquille Biche, c'est un petit peu... Le but, c'est d'aller au minimum du risque. Voilà. Voilà, donc si vous êtes intéressé, bah regardez sur les portefeuilles que je présente sur mindcash.fr. Donc il a les lignes, vous pouvez suivre, chaque mois il y a un suivi. Voilà, donc pour Sanofi, je pense qu'on est tout bon, on a fait le tour, donc je suis plutôt positif, mais par contre pas à ce niveau-là. Bon, donc du coup c'est négatif presque, mais j'ai pas envie de dire négatif avec des fondamentaux comme ça. Vous voyez, parce que ben, quand on voit ces fondamentaux, c'est du lourd en fait quand même, hein. C'est que c'est surtout pas à shorter, surtout pas. Bon, évidemment, je ne shorte pas Sanofi, ni à ce niveau-là, ni à 100 dollars, je ne veux pas la shorter. Mais en tout cas, pour l'accumuler, moi je serais plus partant d'attendre un petit peu. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. La deuxième valeur que nous allons regarder aujourd'hui s'appelle Novo Nordisk. C'est une valeur danoise, si je ne me trompe pas. Bon, après, je ne sais pas pourquoi vous m'avez demandé de la regarder, parce que quand je regarde le graphique, ça me donne aucun envie de l'acheter. Donc on voit qu'un peu la progression du titre, c'est quand même impressionnant. Donc c'est la plus grosse valorisation boursière européenne dans le secteur de pharma. Je crois, je peux me tromper d'ailleurs, mais je ne vois pas plus grosse. En tout cas, on est largement au-dessus de tous les supports. Donc peut-être il y a, encore une fois, peut-être il y a des événements internes dans l'entreprise qui justifient ce mouvement, il y a certainement le cas, mais en tout cas, il faut comprendre, si vous voulez investir dans cette valeur, que le momentum elle est quand même hyper cher. Donc le fait qu'elle va continuer comme ça encore pour allonger son succès en boursier, il faut que ce soit quelque chose d'impressionnant. Est-ce qu'il a suffisamment de catalyseurs pour le faire?
Ça, je ne peux pas vous dire. J'ai pas non plus envie de dire que voilà, cette action, il faut prendre les profits, il faut sortir ou il faut encore shorter, tout simplement parce que le graphique, il est très haussier. Bon, c'est pas mon style, on va dire. Je pense que ça ne fait aucun sens de dire ça. Donc si ça monte, ça veut dire que les gens achètent, ça veut dire qu'il y a des fonds qui investissent, donc ça veut dire qu'il y a bel et bien une raison pour que cette valeur soit intéressante pour les investisseurs. Donc on va regarder les paramètres fondamentaux maintenant. Eh bien mes amis, je viens de vous dire que je n'ai jamais vu profitabilité 10 sur 10, et voilà un exemple. Voilà, désolé, c'était rapide de trouver finalement. Et pourquoi elle est tellement profitable? On va regarder ça tout de suite. Donc la marge brute, 84% presque, donc c'est encore plus que Sanofi. Déjà Sanofi c'était pas mal, là c'est encore plus. ROIC 28%, vous vous souvenez 9 de Sanofi. Donc ça veut dire qu'il a quand même quelque part un problème, parce que Sanofi, il a une marge brute comparable à Novo Nordisk, et par contre la rentabilité n'a rien à voir, 28%, c'est vraiment de la folie. Ensuite, Piotrowski, bon, la dette, 31% des fonds propres, c'est vrai, c'est pas cher, parce que souvent les sociétés pharmaceutiques sont endettées. Piotrowski F-score, elle est à 6 sur 9, mais c'est parce qu'elle est valorisée, j'imagine, trop cher. Et maintenant, on va jeter un œil sur la valorisation, et effectivement, là, ça n'a rien à voir, c'est pas Sanofi, ça. Donc on voit forward PE à 33 presque, donc, et PE actuel 41. Donc c'est vraiment beaucoup. Et EV EBITDA, c'est pas, je sais plus combien c'était chez Sanofi, 7 ou 8. On voit que c'est 29-30 presque, et forward elle est à 24. Donc c'est cher, hein. Franchement, elle est très très chère. Et même si on tient compte des anticipations, des analyses, bon, je ne pense pas que je vais m'arrêter longtemps sur cette valeur parce qu'elle est chère et à la fois et sur le graphique et sur les fondamentaux. Comme ça, on perd pas le temps, on passe tout de suite à des dossiers qui peuvent être plus intéressants. Vous m'avez demandé de parler de Roche Holding, c'est une de mes actions préférées, je sais, malgré le graphique. Et c'est là où je vais vous faire revenir à l'introduction que je fais tout à l'heure. C'est que ces valeurs de pharmaceutique, je les achète au fur et à mesure en fait. Pour moi, ce sont des positions certaines de ces valeurs et Roche Holding en fait partie de mon portefeuille long terme que je vais garder peut-être à vie. Donc c'est un objectif quand même assez ambitieux, mais dans tous les cas que j'ai prévu de garder très longtemps. Donc ces valeurs-là, pour être honnête, je ne les suis même pas dans mon portefeuille. Donc du coup, quand ça tombe, je regarde les news. J'achète, en fait, franchement, parce que ce sont des entreprises qui ont des avantages concurrentiels énormes, et surtout, Roche Holding particulièrement, donc du coup, c'est ce dossier que je connais beaucoup mieux, vu que je l'ai dans mon portefeuille, et ils sont sur tous les créneaux pratiquement, donc ils sont à la fois sur le créneau oncologie, qui est très porteur, ensuite ils sont sur le créneau des appareils médicaux, où il n'y a que des moites, en fait, c'est vraiment une mine d'or. Après, ils ont déjà des produits qui ont du énorme moite, en fait, qui sont vendus partout dans le monde. Donc c'est une entreprise qui a énormément, beaucoup de recherche et développement en interne. À long terme, cette entreprise qui représente très peu de risques. Après, évidemment, on peut se tromper toujours, et le Roche Holding va faire faillite, peut-être un jour, j'en sais rien. Mais une chose certaine que je peux vous dire, c'est que en Suisse, pratiquement tous les fonds de retraite, les gros fonds de gestion de fortune, ils ont Roche Holding parmi ces premières lignes. Donc c'est déjà un indicateur en quelque sorte. Donc c'est vraiment une valeur où tous les fonds sont investis. Et pourquoi? Je pense qu'il y a quand même des raisons. Peut-être c'est parce que c'est une valeur de qualité. Mais c'est souvent des fonds qui évidemment qui misent à très long terme et qui souvent suivent grosso modo l'indice suisse de la bourse. Pourquoi je parle de la Suisse? Parce que j'en connais bien, donc j'ai travaillé pendant longtemps en Suisse. Et du coup, c'est quand même une des valeurs phares de l'économie suisse. Donc c'est Roche, c'est Novartis, Nestlé, UBS. Ça, ce sont les lignes des plus gros gérants de feuilles des 6 caves suisses par défaut, quoi. Je n'ai pas non plus envie que mon avis domine en quelque sorte votre décision d'investissement. Pour moi, cette valeur avec laquelle je suis très confortable. Peut-être pour vous, c'est pas le cas. Je rappelle toujours le principe d'investissement en mind de cash, c'est qu'il faut être tranquille biche avec votre portefeuille. Moi, quand j'ai du Roche Holding, même s'il baisse, ça me dérange pas. Je peux vous citer d'autres valeurs qui sont dans le même cas, c'est Microsoft par exemple. J'étais dans une moins-value assez importante parce que j'ai une énorme position sur Microsoft.
il y a encore quelques temps, avant cette histoire de ChatGPT, etc., quand on était descendu à 220, 210, pour moi, c'était vraiment grosse. Mais ça me dérangeait, mais vraiment pas du tout. Vous savez, la petite position, quelque part, du trading me dérange beaucoup plus que cette énorme de position qui baisse sur Microsoft. Parce que ça fait partie également des valeurs un petit peu de même catégorie, sauf que là, c'est de la tech, et ici, c'est la pharma. C'est ma valeur chouchou, vous pouvez la voir comme ça, peut-être c'est pas la vôtre, il faut que vous trouviez la vôtre. Et voilà. Donc là, c'est vrai qu'il a baissé, et je vous promets, je vous garantis que moi, j'ai renforcé encore ma position autour de, je sais plus combien, je crois que c'était à 266 ou 265, j'ai acheté. Elle peut baisser, oui, elle peut baisser, forcément. Donc dans ce cas-là, je vais encore augmenter. C'est pas un souci pour moi du tout. Et donc, je suis même content presque. Je suis pas encore très vieux pour construire mon portefeuille avec des valeurs de cette catégorie. Voilà. On va quand même jeter un œil sur les fondamentaux. En fait, Roche Holding, il est tradé en deux versions. Moi, j'achète Rogue. C'est celle qui est sans droit de vote. Donc l'action sans droit de vote, elle coûte un petit peu moins cher. Donc du coup, vous pouvez vous permettre d'avoir une ligne plus importante. Donc c'est à vous de voir hein, si vous voulez aller voter à l'Assemblée Générale. Donc moi, ça ne m'intéresse pas spécialement. Voilà, on a vu tout à l'heure le graphique super baissier, et pourtant, les fondamentaux sont toujours là. On est à 68% de la marge brute. On a profitabilité 9 sur 10. On a une debt to equity. Il y a plus de dettes. Mais encore une fois, peut-être c'est une bonne dette, vous voyez, parce qu'elle produit quand même pas mal de rentabilité. Regardez ROIC, il est à 21%. Bon, c'est pas comme Novo Nordisk, ok, mais c'est beaucoup plus que Sanofi. Ça se rapproche plus de Novo Nordisk que Sanofi. Et donc là, vous pouvez voir que donc, cette dette, évidemment, elle contribue positivement, visiblement, dans l'activité de cette entreprise. Piotrowski est un petit peu plus faible, je pense que c'est à cause de l'endettement. Franchement, Piotrowski, c'est pas mon scoring préféré parce que je me souviens plus exactement, ça fait pas mal d'années que je l'ai regardé, mais il m'a pas satisfait parce qu'il ne tenait pas compte des éléments qui, moi, je trouve fondamentaux. Et je le regarde, donc du coup je le regarde, mais pas plus que ça. Donc sur Guru Focus Scoring, c'est 84 sur 100, donc c'est juste pour information. Franchement, les systèmes de scoring, c'est jamais une panacée, donc on peut les consulter, on peut éventuellement faire le premier tri en utilisant ces systèmes de scoring, mais nous prenons jamais la décision d'investissement avec ce critère seul. Donc la valorisation elle est faible. Regardez, là sur le coup on a ROIC de 21% et la valorisation qui se rapproche à Sanofi. Tandis que Sanofi, il avait le ROIC nettement inférieur. Et donc là, il faut voir que PE, c'est à 13. Ensuite, EV to EBITDA, on est aussi en dessous de 10 pour la version forward et la version actuelle pour l'exercice en cours, c'était à 10, c'est rien du tout, c'est offert. Et c'est une entreprise quand même de la catégorie A, je crois que je l'ai même inclus dans la catégorie A récemment. Donc voilà, et à voir. Si vous trouvez qu'il y a un problème, si ça vous plaît pas le graphique, vous savez, pour moi, il me plaît même presque ce graphique, parce que ok, ça me permet de racheter encore de valeur. Parce que pour l'instant, je ne suis pas atteint encore ma cible, on va dire, de l'exposition, et je préfère les acheter 260 que à 400 ou 500. C'est aussi simple que ça, et je suis assez content. On voit que sur les RSI, là, le niveau, il est très bas, on est dans la zone de survente. Et voilà. Je peux pas dire plus par rapport à Roche Holding. Oui, je l'achète. Moi, je l'achète. J'ai pas droit de recommander quoi qu'il le soit. C'est à vous de voir. Vous devez trouver vos chouchous. Les valeurs, chacun a ses valeurs, des petites préférences comme ça. Moi, c'est peut-être Roche Holding. Voilà. Ensuite, on va voir une autre valeur aussi suisse, comme ça. Oula, c'est quoi ce top de graphique? On a vu il n'y a pas longtemps, j'avais l'action Novartis aussi dans mon portefeuille il y a pas longtemps, mais j'ai pris les profits largement au-dessus de ce cours. J'ai pris les profits autour de 100, je crois même. Je sais plus comment est-ce que c'était d'ailleurs. Bon, bref, c'était l'année dernière quelque part. Est-ce que n'était, je sais plus exactement à quelle position je fermais, mais j'ai fait un profit, bon pas très gros, c'était dans les 8 ou 10% sur ma ligne, et moi je suis sorti parce que je crois que les fondamentaux n'étaient pas aussi bons pour Novartis, et là maintenant on va les rafraîchir dans la tête. Actuellement on a retombé, regardez, là on est là, ouf, là ça fait mal ça. Donc ici c'est un peu plus compliqué la situation technique, parce que vous voyez on a cassé un énorme, bon il y a visiblement quelque chose qui s'est passé.
Bon, il faut que je travaille un peu mon graphique, parce que là, vous voyez mieux, parce que là, je croyais qu'on s'est arrêté là. Mais là, on a largement cassé la ligne de tendance. On l'a déjà fait plusieurs fois. Mais on a retombé directement sur le niveau de support. Par contre, le niveau de support assez puissant. On l'a vu quand... je vais peut-être enlever ce volume là parce que c'est un peu embêtant. Quand est-ce qu'on a vu ce niveau de support? Donc on l'a vu en 2022, ensuite c'était en 2021, et pendant le Covid on est descendu jusqu'à 65. Ah bon, déjà on est à 74 aujourd'hui, et 65 le minimum de Covid. Je sais pas ce qui s'est passé avec Novartis. J'imagine que ça devrait être... Il faut que j'investigue parce que ça commence à être assez intéressant. Vous voyez, c'est pratique parfois de faire ces vidéos rapides. Comme ça m'oblige de faire un tour un petit peu de toutes les actions. Et comme ça, parfois quand je rate les choses... Là, j'ai mis ma vidéo en pause pour regarder un petit peu plus les actualités sur Novartis. Et là, je pense que c'est ça le problème en fait. Parce qu'il y a eu un truc comment dire, au juge, je sais pas, au tribunal pour l'utilisation des droits sur des médicaments. J'ai pas trop suivi. Et là, dans cet article-là, mais c'est une analyse très brève que je suis en train de faire, donc peut-être qu'il y a des nuances que je ne vois pas, que ça menace 300 millions de dollars de CA. En fait, il risque de perdre 300 millions de dollars de CA. On va tout de suite voir qu'est-ce que ça implique, parce que ça me paraît pas énorme pour une boîte comme ça. Donc du coup, c'est pas la peine de regarder maintenant les ratios, parce que visiblement il y a une actualité qui a fait chuter le titre. Et les ratios vont nous montrer quoi? Ils vont nous montrer que ce qui s'est passé dans le passé quand on connaissait pas encore cette nouvelle. C'est pas forcément trop la peine, mais ce que je vais regarder, c'est le chiffre d'affaires. Bon, attendez, peut-être je vais le regarder ici. Voilà, comme ça sur Investing, vous avez tous accès, donc ça va être facile à regarder. Vous allez voir où je cherche les infos. Donc les sales, c'est dans le income statement normalement. Voilà les revenues. Ça c'est quoi? C'est en millions de dollars. Donc le chiffre d'affaires de l'année dernière, c'était plus annualisé, je vais voir. Donc ça c'est un million, donc c'était 50 milliards. Donc je voulais juger 300 millions. Est-ce que c'est beaucoup ou pas? Moi, ça me paraît pas énorme. Bon, après, encore une fois, je vois pas tout, peut-être. Parce que peut-être il y a d'autres implications, peut-être il y a des amendes, peut-être j'en sais rien quoi, peut-être c'est pas le seul problème. Mais en tout cas, ça me paraît un peu exagéré en fait. Donc du coup, pour casser ce niveau-là, probablement c'est une opportunité. Et en plus, pour ceux qui sont avec moi dans le club d'options, je pense que commencer à vendre les poutres sur le plus bas du Covid, c'est pas débile hein, comme idée. Donc, mes amis, ceux qui sont avec moi dans Club Option Invest, je pense que on va peut-être avoir du boulot avec vous. Ça y est, donc là, je pense qu'on a vu Novartis. Maintenant, c'est déjà bon, c'est intéressant. Vous voyez, ça fait toujours un plaisir de regarder un peu les trucs comme ça. Si on commence à parler des soucis, je vais vous présenter Johnson & Johnson. Vous avez jamais entendu parler, j'imagine, de cette entreprise. C'est une blague, bien sûr. En fait, Johnson & Johnson, j'ai failli dans mes abonnements premium proposer dans un des screeners de sélection des valeurs tranquilles biche, d'ailleurs en plus, cette valeur-là. Et heureusement que je me suis aperçu qu'il y avait un souci. Et ces soucis, je suis en train de travailler sur un article pour mon blog, pour décrire un petit peu le cas de Johnson & Johnson. Le souci il est quand même assez grave parce que il y a des soupçons que les produits de Johnson & Johnson pour les enfants, Johnson Baby, ils ont provoqué le cancer. Après moi évidemment je connais pas tous les détails médicaux, bon bref. Mais ça c'est super grave, vous imaginez ce que ça peut faire. Ça peut faire la même histoire comme Bayern, qui était quasiment mis à plat à cause de l'histoire de Roundup, vous savez, de produits de traitement de je sais pas quoi, de gazon, je sais pas quoi, qui a produit justement des effets de cancer. Ils ont en fait, ils ont acheté une société Monsanto qui avait ce produit Roundup. Et finalement, ce produit a été, on va dire, jugé comme une cause probable de cancer, et de nous payer des choses mais
absolument stratosphérique. Et ça peut arriver malheureusement dans le secteur de pharma, mais encore une fois, ces risques sont diversifiables. Si vous avez par exemple acheté toutes les pharma que nous allons voir dans cette vidéo, vous avez plus ce risque. Donc voilà, donc il faut faire... bon, vous avez plus ce risque si vous avez ce risque, mais ce risque diminue au fur et à mesure que votre diversification augmente. Voilà, donc ça c'est le point que je voulais juste vous mettre en avance. Et j'ai failli de tomber moi-même dans ce piège. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas, dans les abonnements premium, tous les mois, je publie les idées d'investissement pour 4 profils d'investisseurs, selon moi, encore une fois. Ce sont mes 2 valeurs chouchous, en général il y en a 2. Après pour PEA, pour ceux qui cherchent les dividendes et ceux qui sont tranquilles biches, qui veulent prendre moins de risques. Et donc du coup, quand j'ai vu Johnson & Johnson tomber comme ça, je dis waouh, c'est une valeur magnifique que je rêvais toujours d'avoir dans mon portefeuille. Elle était à chaque fois un peu chère. Et finalement, je la vois au prix super intéressant, mais par contre, malheureusement, attrape-souris, c'est le fromage gratuit, comme on dit dans le... Ça n'existe pas malheureusement, donc il y avait bel et bien raison, j'ai refait l'analyse, du coup j'ai annulé cette idée d'investissement, et finalement j'ai passé sur autre chose, sur des choses, ceux qui ont l'accès à l'abonnement premium, vous pouvez voir ceux que j'ai sélectionnés pour le mois de mars. Voilà, grosso modo pour Johnson & Johnson c'est une histoire dangereuse, donc on peut regarder sans arrêt tout ce qu'on veut sur les ratios, etc., mais ça va pas être d'actualité parce que de toute manière... En fait, j'ai investigué un petit peu plus et je vais vous expliquer dans l'article que je vais publier sur Johnson & Johnson, c'est que cette histoire de Johnson's Baby, c'est pas nouveau. Mais par contre, récemment, ils ont essayé de séparer l'activité qui avait un problème de ce médicament dans une entité à part. Et ça fait énormément peur des marchés parce que ça veut dire qu'il y a pour de vrai quelque chose. Et je pense que c'est le cas. Donc vous voyez, donc les ratios ici sont magnifiques. Vous avez 91 sur 100 Guru Focus Score, profitabilité au top, donc tout est au top. Donc ROIC est bon, bref, il n'est pas cher, donc on a l'impression qu'il faut acheter. Mais encore une fois, tout ça c'est d'actualité uniquement si cette histoire ne donne pas de la suite. Et ça ne remet pas en cause quasiment les mais ça c'est bien plus dangereux, j'ai l'impression, que l'histoire de Novartis. Si le problème de Novartis c'est ça, que j'ai trouvé vite fait comme ça en mettant en pause, s'il y a peut-être autre chose, dans ce cas-là, je vous laisse étudier, mais en tout cas, ça me paraît bien plus grave l'histoire de Johnson & Johnson que ça. Maintenant, vu qu'on a parlé de Bayern, j'ai dans mon portefeuille, et c'est une histoire de retournement que j'ai acheté il y a longtemps, ça fait plusieurs années que je l'ai. Et cette histoire que je vois, parce que je l'ai acheté justement après Monsanto, mais les conséquences étaient encore là. Et mon pari, c'était que une boîte d'une telle ampleur, on va dire, devrait pouvoir s'en sortir de cette histoire. Et là, je pense qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de la fin. On peut faire déjà tourner la page, même si c'est difficile parce qu'il s'agissait vraiment des sommes importantes. Et on peut commencer à accumuler l'action Bayern. Donc on peut, juste pour vous montrer à quel point c'était une catastrophe, voilà, c'est sur ce graphique-là, peut-être que je vais vous montrer. Donc là, il a tombé dans l'histoire de Monsanto. Il a tombé, c'était dans ces eaux-là, dans 2015-2016, vous voyez, ça fait longtemps. Il a perdu 70% pour une top valeur allemande de sa valorisation boursière. Imaginez que par exemple Sanofi ou Total fasse ça. Bon, Total c'est plus facile à imaginer parce que c'est du pétrole, mais par exemple c'est une valeur qui est considérée comme tranquille, c'est quand même chaud. Hein. Donc voilà, et cette valeur-là, du coup moi je l'ai acheté de tour de 52. En fait j'avais plusieurs positions, je crois que j'avais une à 48 et une autre que j'ai pris à 52, quelque chose comme ça. Voilà, et je l'ai toujours. J'ai pas un gros profit pour le moment comparé à la durée que je la garde, donc c'est pas encore assez. On va quand même jeter un oeil sur les fondamentaux de Bayer, donc vous pouvez tout de suite voir que c'est pas pareil, donc l'image fondamentale n'est pas du tout la même. Donc on a la marge brute de 61%, on a la forward PE8, elle est pas chère parce qu'il y a justement des bonnes raisons pour ça. La rentabilité elle est proche de celle de Sanofi, donc vous voyez que 6% presque. EV et EBITDA, donc les bons marchés. Bon, c'est pour ça, non, les bons marchés, mais par contre, encore une fois, c'est pas les mêmes
perspective la société qui a été quand même endommagée par cette histoire qu'il a emportée. Pourquoi je parle aujourd'hui de Bayer très rapidement? Parce que justement pour vous montrer l'importance des histoires aussi internes de chacune de pharma. Donc si par exemple aujourd'hui on investit dans Johnson & Johnson, elle peut suivre le même chemin. Si jamais l'histoire de Johnson's Baby se confirme et ils sont obligés de payer des, je sais pas, ça peut vraiment, ça peut risquer de faire faillite, même si je crois pas, je pense qu'elle va être sauvée. Mais dans un pire de scénario, il peut être vraiment, vraiment pire. On va passer maintenant sur une autre valeur. C'est quoi? C'est Lilly. Lilly, voilà. Mais encore une fois, ça, un peu comme pour Novo Nordisk, je suivis cette valeur, elle a fait des profits énormes. Mais par contre, là, elle monte depuis déjà un certain temps, c'est quand même assez impressionnant. Donc depuis, c'est quoi ça? C'est quel... Ah oui, pardon, ça c'est vraiment... c'est très long terme, j'ai pris un peu trop long terme, 1977. Alors, vous voyez, le projet Mind de Cash, c'est vraiment du long terme. Donc là, on va revenir dans la réalité, donc ce sera depuis un an. Mais déjà sur une période plus récente et toujours quand même très lointaine, on voit que de la hausse sur cette valeur. C'est quand même assez quand même impressionnant. Hein. C'est une valeur vraiment hyper méga fiable. Donc vous imaginez par exemple investir la 77, là elle est à 318, entre temps vous avez reçu des dividendes. C'est du costaud hein, cette valeur-là. Et en plus comment elle a fait pendant le Covid? C'était quand le Covid devant 2020? Du coup, il est descendu à 130. Là, il est à 318, donc il fallait l'acheter. Un bon conseil, n'est-ce pas, qu'il fallait acheter pendant le Covid. Mais bon, voilà, donc ça, c'est une valeur top des tops. Donc on va peut-être avoir un autre 10 sur 10 aujourd'hui. Qui c'est? Ellie. C'est ça, je sais plus comment elle s'appelle. Je crois que c'est LLE, le ticker. C'est comme ça qu'on devient fou, quand on commence à connaître tous les tickers par cœur. Novo Nordisk qui était avait la marge la plus importante. Ici le ROI qui est à 21%, c'est un peu comme Roche Holding. Piotrowski 7 sur 9, c'est sympa. Et ensuite la valorisation, bon, elle est extrêmement chère. Et la valorisation est la même que Novo Nordisk. On voit les mêmes chiffres, presque même plus élevés, les limites. Et par contre la rentabilité elle est inférieure. Dette, elle est très importante. Dette, elle est plus importante que Roche Holding. Donc, franchement, moi, je trouve que c'est trop cher. Personnellement, je trouve que c'est trop cher. Mais par contre, le marché, il aime bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on peut croire tout ce qu'on veut. Mais le marché, il a raison, elle monte. Donc, elle monte sans correction. À long terme, pratiquement, il n'y a pas vraiment de correction. Même les grosses crises, elle a vécu pas trop mal. Bon, c'est une valeur qui est sympathique. Et en plus, le RSI sur les daily, il est survendu, vous imaginez? Presque. Il est proche de la zone de survente suite à cette correction qu'il a eue depuis le plus haut. C'est combien? C'est ouais, 20% quand même. Ouais, sur une valeur comme ça, c'est pas mal. J'ai entendu parler, je crois que je risque de confondre les valeurs, mais je pense que c'est... cette valeur, il est en train de perdre un brevet très important qui contribuait énormément dans son résultat. Donc c'est peut-être ça la raison aussi de cette correction. À voir. Maintenant, je vous propose de plonger dans le monde des biotech. C'est un monde qui est bien plus risqué, bien plus volatile, mais ça reste quand même toujours intéressant. Moi, je commence par l'action Biogen, c'est une des plus grosses biotech. Et quelle est la différence du graphique que vous voyez sur votre écran? Donc vous voyez, je pense que très même sur l'écran, après je ne sais pas sur quel support vous me regardez, vous voyez qu'il y a énormément de gaps de partout. Donc les gaps haussiers, les gaps baissiers, les grosses hausses, les grosses baisses. C'est de la volatilité, mais c'est quoi? C'est le pipeline, mes amis. C'est le pipeline, c'est comme ça que vous allez voir très souvent les graphiques dans le monde de biotech. Si vous prenez les biotech moins importantes, ça sera encore pire. Parce que justement, dès qu'il y a une approbation de la FDA, ça s'envole. Dès qu'on s'attendait à l'approbation, mais il n'y a pas eu lieu, ça chute. Et c'est comme ça que ça se passe en généralement. C'est tout à fait normal pour ce type de valeur. Et Biogen, je connais bien parce que j'avais cette valeur. Je fais de l'argent plusieurs fois sur cette valeur. Et son point fort, c'est le médicament contre Alzheimer. Donc, il travaille actuellement. Alzheimer. Je pense que voilà, j'espère que je prononce bien. Et ce médicament, d'après ce que j'ai entendu, il a eu l'approbation récemment, et ça c'est une énorme bonne nouvelle. Et ça fait justement cette hausse que vous voyez sur votre écran, la hausse de 40% en une journée.
Donc il y en a eu déjà des grosses hausses, des grosses baisses, c'était justement sur des actualités autour de ce médicament, et actuellement c'est en train d'être confirmé, et je pense qu'ils peuvent décrocher des gros marchés. Bon, encore une fois, c'est le risque, tout peut se passer, on va voir. Ensuite, on va aller un petit peu plus vite. Amgen, c'est pareil, c'est un petit peu la même histoire. On va regarder vite fait maintenant l'analyse technique parce que sinon la vidéo va être interminable. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien ce format, je veux faire de plus en plus, donc les likes évidemment pour moi ça compte parce que si vous mettez beaucoup de likes, je veux faire beaucoup de vidéos sur les secteurs, ça me plaît, c'est intéressant, je trouve que c'est assez enrichissant pour nous tous, et pour moi et pour vous. Donc pour vous j'espère, pour moi c'est sûr. Donc maintenant Amgen c'est aussi une grosse biotech, et en plus qui s'approche à son niveau de support. Là j'aimerais bien quand même la regarder un peu plus en détail du coup. Alors, donc 91 sur 100, profitabilité est top, la dette, dette to equity, ouf, la dette 10 fois. Non, c'est pas vrai. Non, il y a un truc colossal vraiment sur la dette. Donc si c'est le cas, dans ce cas-là, je ferme tout de suite parce que avec les taux qui remontent, vas-y pour refinancer une dette comme ça, si c'est le cas. Oh là, 1000%. Oui, non, 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 là je pense qu'on va finir avec cette valeur-là tout de suite. Ça m'intéresse pas, mes amis. Je vais même pas en parler sur ma chaîne parce que les valeurs qui sont tellement endettées. On va même voir, je me demande si les fonds propres ne sont pas négatifs, du coup, avec combien on le paye pour le... Ce qui est intéressant de regarder, ça c'est juste une petite théorie que je vais vous montrer comment analyser les entreprises. Quand vous voyez une dette aussi colossale, il faut toujours regarder interest coverage. C'est combien de fois le résultat est supérieur aux intérêts qu'il paye. En fait, par exemple, imaginons il paye 1 million d'euros des intérêts, donc si le résultat est 5 millions, donc ça veut dire ce ratio va être 5. Là, on voit 6,8, donc, mais c'est pas beaucoup, parce que si vous regardez par exemple les autres entreprises, on va revenir par exemple sur Roche, que j'aime bien, vous allez voir que ce ratio, généralement, il est bien supérieur à ça. Donc 6,8, ça me rassure strictement pas. Donc là, je veux voir Interest Coverage. Regardez chez Roche, c'est 38 fois. 38 fois. Et là, c'est 6 fois. 6 mots 7 presque, ok. Mais là, donc du coup, c'est vraiment, vraiment un gros problème. Donc ici, pour Roche, ça veut dire que pour payer sa dette de 110% qui, moi, j'ai estimé comme assez important déjà, ils ont largement de thunes pour le faire. Donc là, Amgen, c'est pas du tout le cas. Donc voilà, ça, c'est vraiment un peu merdique. Maintenant vous allez vous fâcher parce que je vais regarder Moderna. J'aime bien cette valeur, oui, j'aime bien cette valeur qui a fait le vaccin contre le Covid et qui a chippé toute la population mondiale. Mais pourquoi je m'intéresse? Parce que je vais vous dire une chose, c'est que ces valeurs-là, personne ne les connaissait, personne n'entendait pas parler de ces valeurs avant le Covid. Mais avec le Covid, pour une bonne raison ou pour une mauvaise raison, on est capitaliste, mes amis, c'est une valeur qui a fait énormément du cash. C'est pareil pour BioNTech. Du coup, ça leur permet de financer le pipeline pour des longues années à venir. Et donc là, maintenant, ils sont sur les médicaments contre le traitement contre le sida, apparemment. Donc ils ont sur tout un tas de trucs. C'est pareil pour BioNTech, un petit peu moins, mais cette valeur-là, je suis quand même assez près de la ramasser à un moment donné parce que vous voyez, il est quand même pas si mal que ça. Par exemple, à ces niveaux-là de 120 dollars, il y a un énorme support, et avec un cash qui est là, Moderna, c'est pas une idée stupide de l'avoir dans le portefeuille. Parce que, je dis pas qu'il faut investir beaucoup, mais vous pouvez prendre une petite ligne pour une valeur qui est blindée du cash, qui elle-même peut financer n'importe qui, et elle peut financer surtout et avant tout son cycle opérationnel et cycle de recherche et développement. Donc on va regarder à quoi ressemblent ces fondamentaux, mais ça doit être pas trop mal à mon avis. Hein. Donc allez. Mais par contre là, ce que je m'attends, je vous promets que je n'ai pas regardé en avance, c'est que je m'attends que tous les ratios forward doivent être pires que les ratios en cours. Parce qu'aujourd'hui, ils profitent toujours des effets de Covid. Donc après, la profitabilité, il a chuté. Bon, ROIC, voilà, vous voyez, 51 presque % de rentabilité, mais ça, c'est encore parce que vend des produits liés au Covid. La dette, 0. Voilà, c'est pour cette raison-là, parce que c'est Moderna qui peut financer les autres et n'a pas besoin de financement. Donc 0% de dette. Interest coverage 324, donc évidemment, parce qu'il n'y a pas de dette.
PE ratio 7, donc elle est valorisée à que dalle. EV EBITDA, elle est que dalle, à 2 à 2, c'est même ridicule, absolument. T'as l'impression qu'elle est gratuite. Mais justement parce qu'elle est tout simplement bourrée du cash, cette valeur-là. Après, l'enjeu ici, c'est un petit peu un problème de riche, franchement, parce que l'enjeu, c'est est-ce qu'ils vont créer quelque chose, ou bien ils vont tout simplement brûler ce cash, ou bien ils vont le voler de telle ou telle manière. C'est ça la question. C'est ça la question. Et au niveau de manipulation comptable, ça c'est le scoring Benesch. On voit moins 2%, moins 2 c'est dans la zone normale en fait, c'est pas spécialement en menteur sur la paire, sur sa comptabilité. Encore une fois, c'est pas une garantie, mais il n'y a pas des signes dans la comptabilité qui peuvent indiquer une fraude imminente. Voilà mes amis, sur BNTX c'est un peu pareil, j'ai un peu de BNTX dans mon portefeuille, pas beaucoup, mais c'est exactement le même graphique, vous voyez ça c'est le Covid, là on est retombé sur ses pattes. Et je pense que là on va avoir un peu le même ordre d'idée quoi. Ouf là 48, non ça c'est un peu pire. Donc Financial Strength par contre la santé financière est encore meilleure, donc encore une fois pas de dette. Bon elle peut financer elle-même n'importe qui. 708, bon mais là c'est parce qu'il n'y a pas de dette, c'est pas juste. Donc comme par exemple, vous voyez aujourd'hui le PE ratio il est à 3, mais par contre forward elle est déjà à 16. Parce que comme je viens de vous dire, les analystes attendent que ça quand même vont arrêter un jour de profiter de Covid. EV EBITDA, donc ça c'est très bas, c'est encore une fois c'est une action quasi gratuite, on va dire, qui coûte rien. La rentabilité 93%, rentabilité annualisée. Mais bon, évidemment, elles vont pas maintenir ces ratios-là, ça c'est sûr. Mais voilà, vous voyez, c'est un sac au dollar, quoi, vous achetez. Voilà mes amis, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de mettre un like, partager à vos amis. Comme je vous ai dit, je fais maintenant les shorts sur YouTube, vous pouvez me rejoindre sur la chaîne, inscrivez-vous, n'oubliez pas. Et je vous dis à très bientôt sur mon Telegram et sur mindcash.fr où il y a mon blog que je vous invite à lire aussi, ça me fera énormément plaisir. Allez, à très bientôt et passez un bon dimanche, bye bye.